Mesdames, Messieurs, le point de départ de cette leçon est une invitation à revoir quelque peu notre perception des droits savants du Second Moyen-Âge. Alors, Second Moyen-Âge, cette périodisation correspondant à une désignation générale que je reprends pour me référer au second millénaire du Moyen-Âge, c'est-à-dire du XIe au XVe siècle. Quelque peu, car il ne s'agira pas de remettre fondamentalement en cause la très riche historiographie sur le sujet. Je souhaiterais, dans cet exercice, mettre l'accent sur le rapport très étroit, à l'époque, entre, d'une part, le droit des juristes universitaires, les droits savants qu'ils produisent à partir des textes de droit romain, puis aussi à partir des textes de droit canonique, encore que ces derniers sont en grande mesure, eux aussi, produits par des juristes savants, et d'autre part, la gouvernance publique. Alors je suis conscient que l'expression gouvernance publique en français est susceptible d'être mal comprise et mal accueillie, du fait qu'en France, elle est parfois associée à un modèle de gouvernance du temps présent qui, par ses choix dans le domaine économique, tend à récuser la justice distributive, au sens large, comme principe de politique des pouvoirs publics. Je crois qu'il s'agit d'un détournement de ce que représente la notion de gouvernance publique, et je plaide pour une réhabilitation de l'expression. Il est vrai que l'usage du terme gouvernance en français est de nos jours sans doute influencé par l'usage anglo-américain du terme governance, tel qu'il a été redéveloppé au cours des dernières décennies dans le cadre de théories de l'organisation. Le terme français plus traditionnel serait celui de gouvernement, mais allant dans le sens de l'administration de la chose publique, où le terme administration comprend avant tout le processus politique décisionnel en amont des décisions qui seront mises en œuvre par l'administration dans un sens plus strict. Cependant, le gouvernement a peut-être le défaut d'être davantage souvent associé à la notion de régime politique et des modèles d'organisation fortement institutionnalisés. J'utiliserai l'expression gouvernance publique plutôt dans le sens de gouvernement que lui donne Pierre Rosanvallon dans le titre de son livre « Le bon gouvernement », un usage qui maintient et revalorise l'expression de gouvernement en français, mais qui s'inscrit dans un autre contexte de fondement de l'ordre public lorsqu'on l'utilise pour la période médiévale et les temps modernes. En outre, l'expression « bon gouvernement » nous rapproche de l'idée et l'idéal que j'entends exprimer et qui constitue depuis le Second Moyen-Âge un fondement de la légitimité de tout pouvoir public, ce qu'en Italie on appelle le buon governo et en Allemagne on appelait, mais l'expression est tombée en désuétude dans le langage politique, das gute Regiment. Si je m'attache à l'expression gouvernance, c'est avant tout pour rappeler aux juristes que le droit a une place centrale dans ce qu'on appelle parfois la nouvelle gouvernance, et aux théoriciens de l'organisation que le droit n'est pas ou ne doit pas être exclusivement conçu comme un attribut des formes davantage institutionnalisées de gouvernance, mais qu'il a également un rôle crucial à jouer dans d'autres modes de gouvernance, que ce soit des marchés ou des réseaux. Plutôt que de proposer une définition abstraite, je m'efforcerai plus volontiers d'exprimer cette idée de gouvernance publique dans le sens de bon gouvernement, à partir des célèbres peintures murales d'Ambrogio Lorenzetti dans le Palazzo Pubblico de Sienne, récemment encore réétudiée avec finesse par Patrick Boucheron, où la bonne gouvernance, en l'occurrence le bon gouvernement de Sienne, s'inspire des 9 vertus qui l'entourent, c'est-à-dire des qualités, les vertus qui lui donnent sa force, et la justice encadre aux 2 extrémités de cette partie de la représentation ce bon gouvernement. D'une part, en tant qu'une des vertus conseillères, d'autre part, comme une justice qui non seulement s'inspire de normes supérieures pour administrer la justice civile et pénale, mais dont émanent des fils qui sont noués en un cordon par la concorde, lequel est transmis à une procession de citoyens et vient finalement s'arrimer au poignet droit de la figure représentant le pouvoir politique siennois, restreignant le bras et la main qui tient le sceptre, symbole de la force contraignante et le commandement de ce pouvoir. Cette allégorie d'un pouvoir politique modéré par un fil conducteur émanant de la justice ne peut manquer d'interpeller le juriste et l'historien du droit sur le rôle des gouvernants et juges et leurs auxiliaires dans la cité.
La représentation de cet idéal de bon gouvernement, ainsi que dans sa prolongation, la représentation des effets intra- et extramuros du bon gouvernement, où l'on aperçoit également une référence à la justice, présente une vision essentiellement séculière de cet idéal, paix sociale et prospérité économique, et peut-être aussi supériorité envers les ennemis de la cité ou de son bon gouvernement. Je rappelle aussi qu'à l'opposé, le peintre a également représenté le mauvais gouvernement, qualifié de tyrannie, en une image miroir qui permet de mieux comprendre les principes et les effets du bon gouvernement par ce qui s'y oppose. Et dans cette représentation du mal governo, la justice est elle aussi présente, mais bafouée, soumise à des intérêts particuliers, alors que dans le bon gouvernement, l'intérêt général, le bien commun prévaut. Ainsi que l'on considère la bonne ou la mauvaise gouvernance publique, la compréhension de ces notions suppose que l'on situe le rôle que joue et la place qui tient la justice. Cette brève étape siennoise était nécessaire car on trouve en Occident, avec de nombreuses variations, le thème du bon gouvernement dans de nombreuses représentations artistiques ultérieures, jusqu'au temps moderne, en particulier dans des lieux ou monuments politiques directement associés avec l'exercice du pouvoir public. Je pense notamment en Italie et en Allemagne, plus particulièrement dans le contexte de villes autonomes ou de cités-États. Au XVIe siècle, la République de Venise se représentera elle-même et se mettra en scène comme une figure de justice. En Allemagne, la figure allégorique de la justice occupe un rôle central dans plusieurs représentations du Gutes Regiment. Deux qualités émergent de ces représentations que l'on reconnaît déjà à Sienne. L'efficacité de la gouvernance, s'exprimant par la paix et la prospérité, et sa capacité, en amont et en aval des décisions politiques, d'être juste, une justice caractérisée par la réalisation du bien commun. Cet imagier médiéval, qui, avec des variantes, s'est propagé à travers différents pays européens, exprime ainsi les notions essentielles qu'il faut associer à l'idéal de gouvernance publique, de bon gouvernement. Le cordon provenant de la justice et aboutissant au poignet du personnage représentant le pouvoir politique et son exercice évoque inévitablement les débats qui avaient occupé et continuaient à occuper en particulier les théologiens et les juristes du bas Moyen-Âge autour du pouvoir absolu. L'expression potestas absoluta, appliquée à Dieu, étant d'ailleurs envisagée dans une autre perspective que celle appliquée à un pouvoir politique, même si la terminologie et les conceptions ont pu s'influencer mutuellement. Dans le contexte du débat juridique, la potestas absoluta soulevait le paradoxe, et peut-être même la contradiction réelle, d'une tentative d'encadrer juridiquement un exercice du pouvoir qui, justement, se soustrait au droit. Un aspect déjà complexe à lui seul de cette thématique consistait à déterminer les conditions dans lesquelles le droit pouvait reconnaître au pouvoir politique de se soustraire légitimement à l'empire du droit. Cette question portait sur la licéité en droit de ne pas appliquer ou observer le droit. Elle est complexe, car elle évoque d'emblée toute une série de questions complémentaires en rapport avec les conditions que requiert le droit pour s'effacer. Dans une société où les conditions que requiert le droit pour s'effacer, dans une société où les pouvoirs politiques, dans un même territoire, s'articulaient à partir de centres de pouvoir différents, en partie échelonnés ou se chevauchant. La notion actuelle de la multi-layered governance ne représente pas le caractère inédit qu'on lui prête parfois sans recul historique, et pouvant tous se prévaloir d'une légitimité propre. Quels étaient alors les pouvoirs politiques susceptibles d'exercer un tel pouvoir absolu? La question a influencé l'émergence d'une notion de pouvoir politique suprême, qu'on appellera plus tard souverain, sans terminologie tout à fait uniforme, imperator, princeps, et qui ne prônera pas nécessairement l'unicité entière de ce pouvoir suprême ou souverain. Hormis la dualité des pouvoirs théoriquement, et de plus en plus théoriquement, universels de l'empereur du Saint-Empire et de la papauté,
les juristes seront amenés à accorder la faculté d'exercer un pouvoir absolu, un pouvoir unique dans un territoire donné, et cette faculté sera précisément l'un des attributs caractéristiques de cette souveraineté pré-moderne. Sur cette question, qui peut exercer un pouvoir absolu, la théorie développée par les juristes s'est efforcée de rejoindre dans une certaine mesure la réalité politique. Mais la question des conditions préalables de l'exercice légitime d'un pouvoir absolu ne se limitait pas à déterminer les titulaires d'un tel pouvoir. Plus complexe et technique était celle des normes auxquelles l'exercice d'un pouvoir absolu était susceptible de se soustraire. En plus des droits humains, les doctrines avaient développé les notions de droit divin et de droit naturel. Et l'affirmation qu'un pouvoir temporel ou spirituel puisse s'y soustraire ou dispenser de son application était plus ardue à justifier qu'à l'égard de droits de facture humaine. Quant à ce droit humain, il s'articulait lui-même sous différentes formes, coutumières, statutaires, législatives, auxquelles il faut ajouter l'autorité des textes et des doctrines des droits savants. Et comme chacune de ces formes pouvait être qualifiée de diverses manières, l'exercice du pouvoir absolu pouvait être modulé en conséquence. Les coutumes se différenciaient ratione loci, materie, personae, mais certaines pouvaient être qualifiées de mauvaises. La législation connaissait une gradation tout aussi complexe, des lois générales aux privilèges, et à certaines législations, les juristes reconnaissaient un caractère conventionnel, ce qui leur donnait une force obligatoire accrue. Cette remarque nous rapproche d'une question préliminaire supplémentaire quant à la licéité de l'exercice du pouvoir absolu, puisqu'à cheval sur la forme et le fond se posait aussi la question comment, selon quels critères, un pouvoir politique auquel le pouvoir absolu était reconnu devait justifier l'écartement ou non-application d'une norme de droit. Le prince, disait-on, pouvait s'écarter du droit s'il invoquait, ou était en mesure d'invoquer, une cause. Mais inévitablement se posait la question si cette cause devait répondre à des critères juridiques et pouvait dès lors faire l'objet d'une appréciation par une autre instance que le prince lui-même, ou si celui-ci restait le maître de cette appréciation. Question ardue et controversée qu'entraînait la discussion de la licéité de l'exercice de la potestas absoluta, mais relativement innocente par rapport à celle de la possibilité de soumettre l'exercice de ce pouvoir absolu au droit durant son exercice. En effet, pour les juristes présentait le dilemme de décider si, lorsqu'ils donnaient carte blanche au prince, en lui conférant, sous conditions préalables, l'exercice de ce pouvoir absolu, celui-ci n'allait pas constituer un trou noir où risquait de disparaître l'état de droit, corps et âme. Et dans le terme corps, on comprendra entre autres le corps professionnel des juristes ayant légitimé ce basculement. La question n'était pas purement théorique. Elle ne l'est pas plus que de celle de nos jours, qui se pose à l'égard d'un exercice du pouvoir qui, par l'invocation, le cas échéant légitime, d'un état d'exception ou d'urgence, ou d'un secret défense, par lequel le politique entend parfois se soustraire à un contrôle judiciaire ou à l'empire de la norme juridique. Ainsi, au cours de l'exercice du pouvoir absolu, celui-ci peut-il être apprécié par une autre instance que le pouvoir politique qu'il exerce, en fonction de la finalité précise qui en a justifié la faculté. Ce rappel des grandes questions que l'on retrouve abondamment dans la littérature des droits savants médiévaux à propos de la potestas absoluta doit être situé en se référant au contexte politique dans lequel elles ont été développées, mais aussi en se référant au contexte scientifique dans lequel elles ont été formulées. Le contexte politique. On n'oubliera pas que les doctrines des droits savants ont été largement développées dans des universités fortement liées aux cités du nord de l'Italie où elles étaient établies, sans minimiser ici le rôle d'écoles de droit étrangères, notamment en France. D'une manière très générale et trop peu nuancée, c'est le contexte précité d'une souveraineté concurrente et partagée du bas Moyen-Âge qui, tantôt par le factionnalisme au sein des cités-États,
tantôt par les rapports féodaux dans un ensemble territorial, tantôt encore en vertu d'une convention constitutionnelle, a sans doute inspiré et facilité, dans une large mesure, le développement de ces doctrines. S'il était possible, dans ces différentes configurations politiques, de reconnaître un pouvoir suprême, un monarque ou une institution souveraine, les rapports de force et leur institutionnalisation étaient le plus souvent tels qu'il existait un équilibre relatif dans la diversité des acteurs politiques, une situation de checks and balances des intérêts politiques dans la cité, dans le royaume ou dans la principauté. Le maintien de cet équilibre tout à fait relatif supposait, afin d'éviter dans la mesure du possible que cette concurrence d'intérêts et de pouvoir ne s'exprime vi et armis, par la violence et les armes, le recours à un système de gouvernance qui reposait sur le droit. Le contexte politique des cités italiennes, où une grande partie des doctrines juridiques sur l'exercice du pouvoir ont été développées, favorisait ainsi un ordre politique fondé sur l'état de droit. Mutatis mutandis, il en a été de même dans d'autres ordres politiques de l'époque, notamment le Royaume de France, et la prolifération de juristes, canonistes et légistes dans les bureaucraties ecclésiastiques et séculières s'explique ainsi dans une large mesure par la nécessité de s'appuyer sur ces juristes universitaires dans la gouvernance publique. Le droit, ou plus exactement la science et la méthode juridique que ces juristes ont développées, devait avant tout servir à leur assurer l'expertise indispensable pour assumer ces fonctions clés dans la gouvernance publique de l'Église, des cités, des principautés territoriales. Et dans la perspective d'une symbiose entre police et justice, il ne s'agissait pas seulement d'assurer la bonne administration du volet justice, mais aussi d'assurer que dans le processus décisionnel en amont qu'impliquait le volet police, l'ars boni et aequi du juriste, formé en droit romain ou en droit canon, se traduisait dans l'apport d'une expertise de justice au sens politique. Le contexte scientifique. Les doctrines juridiques du pouvoir absolu ne se présentent guère dans les ouvrages de droit produits au Moyen Âge dans un genre littéraire isolé. Elles se trouvent au gré de textes commentés à partir des corpora juris et des avis juridiques, les concilia, issus de la pratique politique et judiciaire, repris dans la masse de la production de ces commentaires et avis, côtoyant immédiatement et directement la foule des commentaires et opinions sur tout l'éventail de la vie politique, sociale et économique. Tout comme le palais de la cour royale ou l'hôtel de ville se trouvait encore près du centre de la cité, dans l'environnement direct de toute la vie sociale et économique, et jamais loin, même dans les plus grandes villes, des campagnes et du monde rural, ces textes de droit sur le pouvoir, y compris le pouvoir absolu, se lisent toujours, même quand ils sont rédigés à partir d'un sédès matériel, dans la proximité immédiate de textes où il est question d'intérêts particuliers, personnels ou réels, de contrats, d'institutions ecclésiastiques, urbaines ou rurales, de guerre et de commerce, précisément de tous les aspects de la vie publique perçus à travers la manière dont le droit s'efforce de résoudre, ou du moins de gérer, les tensions entre intérêts divergents et opposés. J'insiste sur cet aspect, car l'historiographie du droit et des théories politiques s'attelle bien sûr à rassembler ces textes épars et dispersés, et à y reconnaître le degré d'une cohérence ou les controverses en un discours spécifique. Mais le lecteur perd alors la perspective de l'implantation originelle de ces textes dans un vaste ensemble par lequel le droit, partant à la construction d'un état de droit, s'efforce de couvrir toute la vie de la société. Cette science juridique s'est accumulée pendant un peu plus d'un demi-millénaire, du XIe siècle finissant au début du XVIIe siècle. Toutes les strates de cette accumulation n'ont pas été parfaitement conservées. L'œuvre des premières générations de glossateurs de droit romain, peut-être la période la plus originale et créative que la science du droit en Occident ait jamais connue, a été en très grande partie perdue, écrasée, pour reprendre une expression commune dans la gestion des textes digitalisés de notre époque, par la diffusion de la glose d'Acurs à partir du milieu du XIIIe siècle. En revanche, le développement des genres de la littérature juridique et des doctrines à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle
est plus abondamment documentée, ainsi que, surtout à partir de la fin du Moyen Âge, ses effets sur la pratique administrative et judiciaire. Cette documentation permet de vérifier que même encore au XVIe siècle, le paradigme de cette science demeure largement prévalent, en dépit de l'émergence, parfois polémique, de nouveaux paradigmes scientifiques pour le droit, les approches que l'historiographie identifie comme l'humanisme juridique et celles que je qualifierais de méthode moderne. La production des ouvrages imprimés, la composition de bibliothèques institutionnelles ou privées, les modes d'argumentation, y compris les références, dans les actes argumentatifs de la pratique juridique, fournissent autant d'indices qu'en tant que paradigme, cette science a été progressivement abandonnée lorsqu'on atteint le premier quart du XVIIe siècle. Et en se basant sur les mêmes indices, qu'un nouveau paradigme s'est imposé, approximativement au cours de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle. Le propos de cette leçon, en mettant l'accent sur le rapport étroit entre science juridique médiévale et gouvernance publique, est de fournir un élément d'explication pour le déclin de la méthode médiévale, encore souvent désignée de manière générale dans l'historiographie du droit de méthode italienne, d'après l'expression mos italicus, au cours du XVIe siècle, alors même que cette méthode, d'après les indices évoqués, demeurait prépondérante aussi bien dans les écoles de droit que dans les pratiques du droit. La mention de l'expression méthode italienne fournit aussi l'occasion d'insister sur le fait qu'en Europe occidentale, cette méthode ainsi que les principaux ouvrages de droit ayant servi jusqu'au début du XVIIe siècle à en étayer les raisonnements tant dans le discours scientifique que dans le discours pratique, a connu une très large diffusion. À travers l'enseignement du droit dans les universités, les ouvrages de doctrine, les techniques de raisonnement juridique dans la fonction publique et dans les cours de justice, la méthode italienne a été un mode de pensée européen. En ce sens, l'argument central de cette leçon demeure orienté vers la longue durée d'une construction européenne conçue sous l'angle d'une construction d'un État de droit. Les droits savants auxquels j'ai fait plusieurs fois allusion jusqu'à présent, en suivant une terminologie tout à fait conventionnelle dans l'historiographie française, et dont on retrouve des équivalents dans la formulation historiographique d'autres langues européennes, constituent-ils vraiment un droit? La question peut paraître excessivement affectée, tant ces textes des corpora juris, textes doctrinaux qui s'y rattachent, appartiennent à notre tradition juridique et y ont contribué. Pourtant, en me limitant à l'argument principal de cette leçon, je propose deux manières de reformuler cette question pour soutenir qu'elle soulève d'autres enjeux. En premier lieu, il faut brièvement évoquer la diversité des droits dans les ordres politiques médiévaux afin de mettre en évidence que les différents types de normes juridiques, même si l'on s'en tient aux droits positifs produits par l'homme ou présentés comme étant l'œuvre des acteurs sociaux, n'étaient pas eiusdem generis. En second lieu, nous avons atteint le point où je dois élaborer quelque peu la remarque liminaire de cette leçon par laquelle j'avançais que les droits savants constituaient en partie une discipline de gouvernance publique. La place des droits savants dans ce que l'on désigne parfois de pluralisme juridique au Moyen Âge. Les différentes sphères de normes qualifiées de droit, une qualification en partie redevable des droits savants eux-mêmes, représentaient des origines, des développements, des formulations, des mises en œuvre, des intérêts et des cultures très différentes. Les coutumes, expression générique qui correspond à une immense diversité de normes selon les localités, régions, intérêts ou apports sociaux et économiques, constituent le type de normativité largement prédominante. Si l'on recherche une caractéristique commune aux myriades de coutumes développées en Europe, au-delà d'un essai de la définition quelque peu abstraite et artificielle qui lui est donnée, c'est sans doute son arrimage à une juridiction spécifique. Une coutume doit en général sa vie et sa survie à une juridiction propre à la communauté dont elle est censée émaner. Ces juridictions relèvent le plus souvent de l'institution plus ou moins développée de la communauté concernée.
il n'existe guère au Moyen Âge une science ou doctrine coutumière. Une expérience ou sagesse coutumière spécifique repose essentiellement auprès des acteurs sociaux que l'on retrouve dans les juridictions de la communauté, ainsi que des agents ou notables qui participent à la gouvernance de la communauté, la fonction juridictionnelle étant souvent intégrée dans cette gouvernance. Ce n'est que progressivement, et selon des taux très différents d'un pays à l'autre, que certains de ces acteurs sociaux auront quelque familiarité ou expertise des droits savants. La littérature coutumière du Moyen Âge est le plus souvent l'œuvre de praticiens dont l'expertise provient de leur expérience au sein d'une juridiction locale. Les quelques œuvres qui expriment une articulation et systématisation plus complexes reflètent des connaissances plus ou moins importantes de la science juridique. Au XIIIe siècle, on songera à des ouvrages tels que Bratton en Angleterre, l'exposé de la coutume de Clermont-Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, ou, quoiqu'initialement moins pénétré de sciences juridiques universitaires, Le miroir des Saxons d'Epke von Rebkow, mais ces ouvrages très célébrés dans l'historiographie ne sont guère typiques ou représentatifs de l'ensemble de la littérature coutumière de l'époque. La législation, dont l'intensité normative et les formes peuvent fortement varier, lorsqu'elle se développe, requiert un pouvoir politique capable de s'affirmer à l'égard des acteurs sociaux ou de coordonner leurs actions, et aura progressivement de plus en plus recours à des professionnels formés au droit savant. Dans ce paysage juridique essentiellement coutumier, même dans les pays les plus romanisés où un droit romain vulgaire avait pu subsister, les droits savants n'ont initialement pas d'autorité spécifique. Les compilations de Justinien étudiées dans des groupes de travail à partir desquels se développeront les universités ne faisaient pas partie, hormis peut-être quelques principes et notions isolés, du corpus de normes juridiques reconnues dans la plupart des communautés et de leurs juridictions. En revanche, ces textes donnent une spécificité au vocabulaire, aux références, aux arguments et raisonnements développés par les étudiants en droit romain, même si leur méthode emprunte beaucoup aux artès et à la théologie. Le droit romain des universités devient ainsi avant tout un mode de pensée et de raisonnement contradictoire, balisé par ces textes spécifiques. Le juriste, en l'occurrence le légiste, est celui qui maîtrise suffisamment ce mode de raisonnement contradictoire spécifique. Mais si les sources de ces raisonnements et les énoncés auxquels ces raisonnements parviennent n'appartiennent pas au cadre normatif du monde coutumier, à quoi peut servir cette science qui s'autoproclame comme une science dont l'objet est le droit? Le succès de la science juridique universitaire provient avant tout de sa reconnaissance comme une expertise répondant aux besoins d'une bonne gouvernance publique. L'Église de la Réforme grégorienne donna une impulsion très forte à cette reconnaissance, recyclant en masse cette science naissante en une variante adaptée à ses propres besoins de sa gestion d'entreprises transterritoriales, dont les cadres auront bientôt leurs propres écoles de droit, les facultés de droit canonique. L'empereur, les villes italiennes en particulier au début, les princes territoriaux feront de même en recrutant des légistes et parfois aussi des canonistes. Cette reconnaissance des juristes universitaires ne portait pas exclusivement, peut-être même pas prioritairement, sur leur connaissance des textes de droit romain ou canonique, mais sur leur capacité de contribuer à la gouvernance publique par l'expertise en matière de police et justice qui leur était reconnue en raison de leur capacité de raisonner contradictoirement à partir de tels textes. À cet égard, on ne peut suffisamment insister sur le caractère de ces textes, qui étaient principalement enseignés et étudiés selon l'ordo legalis des compilations, c'est-à-dire la séquence stricte des extraits pour le digeste et le code, telles qu'elles apparaissaient dans ces compilations. Dans de très nombreux cas, ces fragments sont formulés autour d'un casus concret, dont les faits essentiels sont relatés, ou du moins autour d'une question juridique spécifique. Cela vaut aussi bien pour de nombreux fragments tirés d'ouvrages doctrinaux des juristes, dans le digeste,
que pour de nombreux fragments de législation impériale dans le Code. Contrairement à une idée reçue, la méthode médiévale consistant à coller au texte assez directement dans le cas de glose, avec un peu plus de recul dans le cas des commentaires, mais sans différenciation absolue, entraînait une formation juridique qui n'est pas sans évoquer la méthode des case studies, longtemps identifiée avec une méthode spécifique à la tradition anglo-américaine de la common law. Cette association de l'enseignement des droits savants avec des cas et questions pratiques, anciens en ce qui concerne le droit romain, était poursuivie par plusieurs enseignants qui incorporaient parfois dans leurs leçons des références à des cas et litiges récents auxquels ils avaient, ou eux-mêmes, ou leurs maîtres, contribué, ainsi que par l'essor des concilia comme genre distinct de la littérature juridique médiévale et se prolongeant à l'époque moderne. Dans une première approche, la différence peut être la plus apparente entre la méthode médiévale des droits savants et la méthode juridique contemporaine est l'absence d'un agencement du droit par matière. L'Ordo Legalis du Digeste et du Code, principale collection dans la formation en droit romain au Moyen-Âge, ne suivait pas un tel agencement. Tout au plus y reconnaît-on, à travers les titres des rubriques, des noyaux de matière, des micro-matières, mais sans ordre dans l'agencement général. En plus de l'approche casuiste évoquée, cette absence d'agencement général et la concentration de textes autour de thèmes, types d'intérêt ou questions spécifiques, renforçaient encore davantage l'importance du raisonnement et de l'argumentation dans la science juridique médiévale. Contrairement à la méthode qui s'est imposée au temps moderne et qui constitue encore de nos jours le cadre des formations universitaires en droit, une systématisation générale du droit en branches ou matières ne constituait pas le point de départ pour délimiter les paramètres et les règles applicables d'un raisonnement juridique. La science juridique médiévale ignorait dans une large mesure les contraintes d'une compartimentalisation par matière. Les contraintes étaient celles des textes du corpus juris ou textes doctrinaux, qui permettaient de justifier les arguments et des principes agréés de logique et de rhétorique. Ainsi, l'argument assimili et le recours à un principe général sous forme d'une regula juris explicite ou non explicitée, disposait-il d'un champ d'application bien plus étendu et flexible que ce que nous appelons de nos jours l'argument par analogie, qui présuppose une classification et différenciation des matières, ou même des principes généraux. Encore qu'il me semble qu'au fur et à mesure où la systématisation héritée de l'ère rationaliste et des codes a été érodée, la transversalité des principes généraux du droit a gagné du terrain. Un exemple très connu, d'autant plus connu qu'il retient régulièrement l'attention d'éminents historiens du droit et des institutions, est l'énoncé en droit romain qui atteindra le statut de regula juris en droit canonique et sera reconnu comme un principe général in utroque iure, le principe quod omnes tangit ab omnibus debet approbari. Ce qui intéresse tous doit être approuvé par tous. On en trouve l'énoncé presque littéralement dans le Code de Justinien à propos d'une tutelle conjointe, c'est-à-dire dans le contexte spécifique du droit patrimonial de la famille. À partir des dernières décennies du XIIe siècle, ce principe est utilisé dans des sources du droit canonique, notamment dans des décrétales et la doctrine canonique, mais davantage dans un contexte de gouvernance publique, en l'occurrence de l'Église. Ainsi, par exemple, sur la nécessité pour la nomination ou destitution d'un doyen rural de s'assurer du consentement aussi bien de l'évêque que de l'archidiacre, car les charges d'un doyen relevaient des compétences de l'un et de l'autre. Peut-on vraiment parler dans ce cas d'une analogie? Avec quelques anachronismes, on pourrait faire état d'une tutelle administrative exercée par les deux prélats sur le doyen. Mais dans d'autres cas, l'analogie pourra paraître encore plus éloignée. Ainsi, lorsque la maxime est invoquée dans le cadre des votes au sein d'une assemblée, où il peut tantôt suggérer la nécessité d'une décision unanime, ou, grâce au mécanisme de distinction facilité par une méthode scolastique, par une majorité, le cas échéant de la pars sanior, si la décision touche
une question concernant des individus réunis en tant que collège, selon la formule commune pluribus uti singulis ou uti universis, mais ce ne sera pas le cas si la décision au sein du collège appartient à chacun à titre individuel. Parce qu'alors, leurs droits ou intérêts individuels sont en jeu. Tant dans la gouvernance ecclésiastique que dans la gouvernance publique séculière, le principe, repris dans le titre des Regulae Iuris à la fin du livre sexte, sera invoqué. André Gouron a démontré à propos d'un conflit opposant les chanoines de Maguelone à leur évêque, dans le courant de la seconde moitié du XIIe siècle, comment à partir du droit des décrétales, puis de la doctrine, notamment dans la Summa Decretalium de Bernard de Pavie, le principe a pu rapidement, quelque peu au hasard de la diligence d'un conseil connu pour prêter ses services au pouvoir séculier et ecclésiastique dans sa pratique locale et régionale, se frayer un chemin dans des actes de la pratique de gestion des conflits impliquant des acteurs publics. Une génération plus tard, dans son commentaire sur les instituts, le juriste Jean Faure, environ 275-1340, dont l'œuvre sera plusieurs fois rééditée au temps moderne, invoque la règle à propos des personnes ou titulaires de fonctions officielles qui doivent être convoquées à des assemblées appelées à délibérer des questions de gouvernance publique. La règle sera également fréquemment invoquée à l'occasion de controverses sur des taxes et charges imposables dans plusieurs communautés. Le père Congar, dans un article consacré à cette maxime, à une époque où il n'était pas en état de grâce auprès de la hiérarchie romaine, l'avait situé et défendu dans le cadre d'une conception ecclésiologique insistant sur les valeurs de communion et de consensus dans les processus décisionnels au sein de l'Église. L'historiographie politique et constitutionnelle anglaise a fait grand cas, non sans provoquer quelques controverses, sur l'utilisation de la règle à la fin du XIIIe siècle à propos de la convocation ou de délibération du Parlement anglais. Certains auteurs traitant de théorie politique rapprocheront au siècle suivant le principe du droit naturel et du droit des gens. Dans une étude récente, l'historien du droit canonique Orazio Condorelli a analysé l'œuvre politique de Bartolomé de las Casas, et notamment ses thèses anti-absolutistes. À propos de la puissance espagnole à l'égard des populations indigènes du Nouveau Monde, qui doivent être considérées comme libres en vertu du droit naturel, cette puissance ne peut être légitime que moyennant le consentement de ces peuples libres, une argumentation que Las Casas étaye à partir d'autorités juridiques médiévales, dont la règle quod omnes tangit. On constate à travers ces exemples que les invocations de la règle ont largement débordé du champ des applications par analogie. En revanche, la réception du principe comme règle de droit, formellement détachée de son contexte original, en a facilité les applications à titre de principe général susceptible d'être invoqué dans des domaines très divers. Si, dans cet exemple, le droit romain avait déjà fourni la formulation de ce principe, il apparaît toutefois dans la pratique que souvent, le principe invoqué dans un raisonnement, une argumentation ou une justification juridique n'est pas nécessairement énoncé aussi explicitement, mais à partir d'un texte de droit romain ou de droit canonique conçu comme une application spécifique du principe sur lequel l'auteur du raisonnement s'appuie. Règles de droit, certes, mais aussi, comme en témoignent les textes législatifs, administratifs et doctrinaux qui y font recours, et avant tout peut-être dans ses applications, un principe de bonne gouvernance publique. La règle quod omnes tangit peut sans doute être analysée comme une règle de droit dur, c'est-à-dire comportant implicitement sa sanction, par exemple l'invalidité de la décision prise en violation de la condition d'un consentement de tous les intéressés. Mais là ne m'apparaît pas l'essentiel de sa fonction dans plusieurs textes médiévaux qu'il invoque. Il s'agit davantage d'un principe directeur permettant de justifier une ligne de conduite dans des processus décisionnels relevant du bon gouvernement, parce que tout en laissant une marge d'appréciation à l'instance qui aura à trancher la controverse, à l'occasion de laquelle le principe est invoqué, la juridiction supérieure, le pape, l'empereur, le roi, ce principe offre un modèle de rationalité favorisant l'efficacité et la justice afin d'apprécier le processus décisionnel.
Cette marge d'appréciation de l'instance supérieure portera en premier lieu sur la question: est-ce que la condition d'applicabilité du principe est remplie? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une question qui intéresse toutes les parties impliquées dans la controverse? Ensuite, une appréciation sera requise pour déterminer si nous sommes dans le cas où l'unanimité ou une majorité s'impose. Ainsi, un principe de droit encadre une décision politique où le politique maintient néanmoins une liberté d'appréciation, encore que celle-ci peut, au besoin, être plus étroitement encadrée par des principes empruntés au droit. Encore fallait-il que des juristes suffisamment formés à la science du droit romain ou canonique eussent l'occasion d'intervenir directement dans la sphère d'une gouvernance publique. Cette présence des légistes et canonistes dans les institutions centrales du pouvoir politique, séculier ou ecclésiastique, a progressivement permis de tisser un réseau étendu de principes et concepts, une culture juridique au service de la gouvernance publique. Ce réseau s'ouvrait aussi vers la pratique judiciaire et vers les facultés de droit. L'interaction entre pouvoirs politiques, tant législatifs qu'administratifs, administration de la justice et université est particulièrement bien documentée et illustrée dans la gouvernance de l'Église romaine. Les droits savants se sont inspirés des structures d'administration et des règles de leur fonctionnement empruntées aux compilations de droit romain. Ici également, on observe la fluidité d'une méthode qui n'était pas déterminée par une classification stricte par matière. Encore, cette observation mérite des nuances. S'il est un domaine qui apparaît très tôt comme un ensemble presque comparable à nos branches du droit, c'est celui de la procédure. L'essor précoce d'un genre spécifique dans la littérature romano-canonique, plutôt exceptionnelle, s'exprime dans les Ordines Judiciarii, ces ouvrages monographiques ayant contribué à la systématisation et à l'approfondissement de la procédure romano-canonique. Dans les collections de Décrétales, le deuxième livre, Judicium, confirme ce souci de rassembler en un ensemble distinct et agencé par l'ordre même, c'est-à-dire la séquence du déroulement de la procédure, le droit de la procédure. Cette procédure romano-canonique repose sur des principes de base dont, pour les procédures civiles, la procédure savante ayant aussi contribué à la différenciation entre procédures civiles et criminelles, celui que nous appelons de nos jours le principe du dispositif et, en quelque sorte, son corollaire, le principe du contradictoire, sont les piliers fondamentaux. Toute l'articulation de la procédure romano-canonique en matière civile, c'est-à-dire non criminelle, dérive de ce double fondement. L'insistance sur ces principes s'explique en grande partie par le souci, aux origines du développement de cette procédure romano-canonique, de présenter une alternative aux procédures traditionnelles perçues dans certains milieux de la société, la bourgeoisie des villes, le clergé supérieur ou urbain, comme arbitraires. La procédure romano-canonique garantissait, aux yeux de ces milieux, une rationalité dans les rapports sociaux, mais aussi la protection des intérêts physiques et patrimoniaux des individus. À nouveau, cette rationalité rapproche les principes fondamentaux de la procédure d'une conception de droit naturel, c'est-à-dire supérieur, dont il devient plus difficile de s'écarter. Aussi ne faut-il pas s'étonner que s'est développé en parallèle un ensemble de principes analogues, ici je crois que la désignation d'analogie se justifie, pour régir un domaine des rapports entre gouvernants et gouvernés. On pourrait faire état d'un droit administratif romano-canonique, bien que l'historiographie n'ait pas retenu cette expression. Les pratiques des rescrits au sens large et des privilèges illustrent cette transposition d'un principe procédural, en l'occurrence du contradictoire comme principe fondamental, dans le domaine administratif, tant dans les textes faisant autorité que dans une masse des actes de la pratique administrative, judiciaire. Les conflits d'intérêts provoqués par l'octroi d'un privilège en réponse à la requête d'un particulier ou d'une collectivité sont marqués par le recours au principe du contradictoire. Les arguments récurrents invoquant l'obrepticité et subrepticité d'une telle requête et visant à invalider ou restreindre l'octroi qui y a donné suite sont fondés sur le principe selon lequel une décision d'une autorité ne peut en principe porter atteinte
aux intérêts d'un tiers si celui-ci n'a pas été entendu et pu faire valoir ses intérêts. À nouveau, il s'agit avant tout d'un principe de bonne gouvernance, où le droit encadre la décision politique ou administrative, tout en laissant, ex causa, une marge d'appréciation et de liberté à l'autorité politique, les juristes s'étant efforcés d'élaborer juridiquement le cadre de cette marge d'appréciation. Un autre domaine dans lequel la science juridique romano-canonique a joué un rôle déterminant dans la gouvernance publique a été ce qu'on appellera en termes modernes la doctrine des sources de droit. Dans différents pays et ordres politiques, les gouvernants étaient confrontés à une diversité de normes, tantôt traditionnelles, celles que la science juridique qualifiera de coutumières, tantôt d'origine plus récente, comme les statuti et autres formes de législation municipale dans les villes affranchies. Ces normes n'ont guère développé une science propre du droit, du moins dans les universités. J'élude ici sans doute un peu trop facilement la question si l'on peut parler d'une science juridique propre à certains milieux de praticiens, si donc dans certains cas il ne serait pas utile de parler dès le Moyen Âge d'une science judiciaire, une jurisprudence au sens général que l'expression a quelque peu perdu. En revanche, les droits savants universitaires ont certainement établi un ensemble de principes ayant permis de maîtriser, dans le cadre d'une gouvernance publique, la diversité de normes, d'abord en les qualifiant de normes juridiques, ce qui permet de les intégrer dans leur système. À nouveau, j'élude ici une question importante et qui nous mènerait vers une toute autre piste de réflexion. Dans quelle mesure la science juridique de l'époque a-t-elle opéré un tri dans les normes, en évitant de qualifier certains types de normes comme juridiques, partant de les intégrer dans sa méthode de gouvernance, traitant spécifiquement de normes reconnues comme étant des normes de droit. C'est sans doute dans le cadre de cette théorie des normes faisant autorité dans une méthode juridique qu'apparaît l'expression de droit commun ou, dans la langue de la science juridique, de ius commune. J'utiliserai, en me référant à cette théorie, le terme conventionnel de source du droit, malgré les inconvénients de cette expression, notamment du fait qu'elle ne met pas en valeur combien toute prétendue source du droit est une normativité produite par un faisceau d'acteurs sociaux et comporte par conséquent sa part de promotion d'intérêts spécifiques. L'expression ius commune s'articule couramment en une différenciation avec les droits particuliers, les normes d'un ius singulare ou, l'expression qui m'est la plus familière, d'un ius proprium, et pour marquer le contraste avec la notion de ius commune, le pluriel iura propria peut être plus adéquat. La définition simple de cette distinction consiste à reconnaître dans ces iura propria les coutumes et les législations, tandis que le ius commune se référerait à l'ensemble des droits savants, c'est-à-dire les grandes et petites collections reprises dans ce qu'on appellera plus tard le corpus juris civilis, le corpus juris canonici, ainsi que la science du droit exprimée dans la masse croissante d'ouvrages doctrinaux des légistes et des canonistes. Même ces distinctions simples connaissent ces zones grises. Ainsi, par exemple, le droit féodal, en principe coutumier et sans fondement dans le droit romain, appartient au iura propria. Mais la collection de droit féodal qui s'est installée dans le dernier volume des compilations de droit civil, les Libri Feodorum, et la doctrine savante de feudistes qu'elle a inspirée, appartient tout de même à la tradition des droits savants, et ces sources se sont ainsi intégrées dans la notion du ius commune. Cependant, même dans la doctrine savante, le terme ius commune peut avoir des sens divers, portant, dans certains cas, même sur des sources relevant, du moins selon la distinction élémentaire qui vient d'être évoquée, au droit particulier. Dans une monographie parue il y a quelques années, en 2011, Jean Hiller, avec toute l'expérience des sources, l'érudition et la sagacité scientifique qu'on lui connaît, a présenté les résultats de son enquête dans les Olim, ces premiers registres conservés du Parlement de Paris, couvrant la seconde moitié du XIIIe siècle et les premières années du siècle suivant. Il a notamment passé au peigne fin ces registres pour identifier les sources du droit auxquelles il est fait référence. Son constat est que l'ordre coutumier y prédomine. Je le cite. «
Précisément, les Olim montrent en premier lieu que le personnel de la Curia Regis, qui avait manifestement reçu une formation en droit romain, s'attachait aux fondements coutumiers du droit à travers tout le royaume. Et la phrase se poursuit, mais je cite cette seconde partie avec réserve, car elle évoque la question évoquée antérieurement que j'ai éludée. Peut-on parler d'une jurisprudence, c'est-à-dire d'une science juridique spécifique à ces praticiens, développée à partir de leur pratique judiciaire? Je reprends la citation. En quelque sorte, le recours au droit écrit lui-même s'inscrivait dans un cadre de pensée qui était celui de la coutume. En tout cas, Jean Hilaire établit clairement que la notion de ius commune dans cette pratique du XIIIe siècle du Parlement de Paris était déjà utilisée pour se référer au droit coutumier, du moins dans le cadre de la France. Je le cite à nouveau. Les actes nous présentent de ce droit commun une pratique tout à fait coutumière, en quelque sorte circonscrite au royaume. Certains arrêts citent le ius commune en tant que droit commun du roi, ou le présentent comme une coutume générale du royaume, et même comme une source conforme à la ratio. En approfondissant son analyse de cet usage, Jean Hilaire démontre qu'il s'agit presque exclusivement de questions de gouvernance publique, justice, question féodale. Au cours des derniers siècles du Moyen Âge et de la transition vers les temps modernes, de tels usages de l'expression « droit commun » en latin ou dans une langue vernaculaire pour se référer à une normativité juridique qui ne coïncide pas avec les droits romains et canoniques n'est pas exceptionnel. Ce que les autres droits communs partagent avec la notion de ius commune dans l'acception de droit romano-canonique, c'est qu'il s'agit à chaque fois d'un ordre juridique complexe. Sans une telle complexité, l'expression de droit commun n'a en effet aucun sens. Mais comme le rappelle la citation de Jean Hilaire dans le cas du Royaume de France, ces droits communs sont en principe circonscrits. Le ius commune romano-canonique, quant à lui, ne contient pas en soi une telle circonscription. Il est à vocation universelle, ou du moins universalisable, à l'instar du pouvoir de l'empereur ou du pape, et, inutile d'insister à nouveau, dans la réalité politique, cette vocation universelle était tout aussi chimérique que l'universalité du pouvoir impérial ou pontifical. Cela n'empêcha pas pour autant la science juridique romano-canonique d'exercer, sans pour cela pleinement la réaliser, sa vocation universelle dans le cadre de la chrétienté latine. En ce sens, les autres droits communs que rencontrait le ius commune savant dans cette chrétienté latine constituaient dans sa perspective des formes de droit particuliers dans leur domaine d'une gouvernance complexe se déclinant à plusieurs échelons politiques. Et en ce sens, la science juridique a poursuivi sa vocation à transcender toute souveraineté politique qui s'est affirmée en Europe occidentale jusqu'à la transition vers les temps modernes. Cette transcendance scientifique n'a pas manqué de sensibilité politique ni de sens stratégique visant à promouvoir les valeurs de cette discipline et les intérêts professionnels de ses représentants. Ainsi, la théorie savante de source se décline à partir de différents points de vue. Selon l'ordre général qui revient aux sources de droit produites par les hommes, le droit particulier y tient le premier rang, s'appliquera par conséquent avant toute règle de ius commune romain. Le professeur de la faculté de droit, l'avocat diplômé et titré de cette faculté, le juge d'une cour supérieure, lui aussi formé à cette faculté de droit, cèdent de leur propre initiative le pas au rustre coutumier. Mais dans la pratique, selon la doctrine savante, cette source à laquelle le premier rang, la préséance, est apparemment si facilement concédée, rencontrera des obstacles. Par exemple, devant un juge supérieur, une coutume locale devra, le cas échéant, être alléguée pour assurer son applicabilité, une condition que le droit savant romain ne s'imposera pas à lui-même. La règle coutumière alléguée devra, le cas échéant, se soumettre à la preuve de son existence ou de sa portée, la charge de cette preuve incombant à l'auteur de l'allégation. Plus généralement encore, les doctrines savantes affirmeront que toute règle s'écartant du ius commune devra être interprétée restrictivement. La ratio dont on postule qu'elle est exprimée à travers la science du droit romain, voire du ius commune en général, pourra être invoquée pour restreindre ou rejeter l'application d'une règle de droit particulier qui lui semblerait incompatible. L'accumulation de tels principes tend en pratique
à renverser les rapports de force entre ius commune et iura propria. Cependant, les juristes du ius commune seront conscients des résistances et de l'hostilité que provoqueront ces modalités parmi ceux qui reconnaissaient leurs intérêts avant tout dans la tradition coutumière ou dans les lois propres de leur cité. Les principes évoqués seront ainsi susceptibles, selon le contexte de leur application, de faire l'objet de concessions. La doctrine savante a par exemple pu introduire, notamment quant à la question de la charge de la preuve, la notion du ius commune in loco, un droit particulier qui constitue néanmoins le droit commun dans le détroit spécifique du juge de ce ressort. Mesdames, Messieurs, mes premières recherches en histoire du droit, il y a longtemps, portèrent sur l'influence des droits savants dans la pratique judiciaire de cours supérieures des anciens Pays-Bas au XVe et XVIe siècle. À l'origine, j'avais pour tâche d'évaluer l'importance relative de la méthode italienne et de l'humanisme juridique. Très rapidement, je me suis aperçu que dans mes sources, l'humanisme juridique était pratiquement absent. J'ai donc recentré ces recherches, dans le cadre de ma première thèse de doctorat, sur les caractéristiques de la méthode italienne, la science médiévale des droits savants, dans cette pratique judiciaire. Ensuite, j'ai étendu ces recherches à la pratique judiciaire dans d'autres pays, en France, en Allemagne, en Angleterre. En même temps, j'ai étendu ces recherches en repoussant le terminus aquem de mes sources vers le début du XVIIe siècle. L'intention était de vérifier si, et éventuellement quand et comment, la méthode italienne avait fini par abdiquer dans la pratique devant la méthode humaniste. Je suis ainsi parvenu à des conclusions auxquelles l'historiographie de ma formation ne m'avait pas préparé. Ce sera un élément de ma leçon de la semaine prochaine. Pour conclure la leçon d'aujourd'hui, j'expliquerai brièvement pourquoi j'ai tant insisté sur la corrélation entre droit savant et gouvernance publique dans la méthode italienne. Au lendemain de mes premières recherches, j'ai surtout essayé de comprendre les mutations dans la méthode juridique au temps moderne, telle qu'elle peut apparaître à travers des sources historiques reflétant la pratique, en tant qu'effet des mutations de la science du droit dans un cadre plus général de changement de la pensée et de la culture, un aspect en somme de l'histoire intellectuelle du droit. Ce n'est que progressivement, en m'attachant à étudier des dossiers faisant apparaître la proximité entre des argumentations juridiques et le pouvoir politique, et dont j'ai évoqué deux exemples la semaine dernière, que je me suis aperçu combien, dès le XVIe siècle, le tissage d'un état de droit autour de la gouvernance publique par les juristes savants du bas Moyen-Âge, en particulier en Italie, s'était effilé dans la transition vers les temps modernes. Le passage vers un paradigme de souveraineté exclusive reflétait dans de nombreux pays une nouvelle réalité politique, où le pouvoir suprême était de moins en moins confronté, dans le cadre de ce qu'on appelle en termes modernes sa souveraineté interne, avec des pouvoirs concurrents, ou, dans le cadre de sa souveraineté externe, avec des pouvoirs capables de faire valoir une autorité supérieure. Ces métamorphoses dans la structure même des pouvoirs souverains, où les rapports de force entre acteurs politiques et la doctrine juridique et politique des rapports entre ces acteurs étaient redéfinis, ont modifié la portée des doctrines des droits savants. La clause d'échappatoire de la potestas absoluta, dont la portée était contenue aussi bien par le contexte des pouvoirs politiques concurrents dans la cité que par le maillage de l'état de droit qu'assuraient les légistes et canonistes au cœur de la gouvernance publique, devenait une justification ou un prétexte plus facilement accessible aux nouveaux types de souverains. La méthode médiévale des droits savants n'a pas résisté à ce déséquilibrage des rapports de force à l'époque de son élaboration. L'argument de cette thèse, évidemment trop général pour ne pas se prêter à des nuances, des différenciations et même sa contradiction, dépasse de loin les travaux que j'ai accomplis. Elle demeure donc une hypothèse de travail permettant de revoir l'abandon progressif, principalement dans le courant du dernier quart du XVIe siècle et du premier quart du XVIIe siècle, de la méthode qui a forgé à ses débuts la science du droit en Occident. Il ne s'agit certainement pas non plus de renier les facteurs culturels et intellectuels qui ont marqué la pensée scientifique en général et qui ont également influencé les nouvelles orientations de la pensée juridique. Mais il me semble qu'à une époque où, dans le débat public, l'état de droit comme principe nécessairement associé à l'ordre démocratique est régulièrement remis en question,
et où des doctrines de gouvernance publique sont enclins à s'appuyer davantage sur les sciences sociales, ce qui est un progrès, mais en reléguant le droit à une technique auxiliaire, ce qui constitue une régression, remettre en valeur une étude des circonstances ayant dans le passé historique tantôt renforcé, tantôt affaibli les rapports entre la science du droit et la gouvernance publique peut contribuer à une réflexion pertinente pour le temps présent. Je vous remercie.